Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais, notamment au coach, futur coach de l'OL. Vous le savez, Laurent Blanc est vraiment sur un siège éjectable, même s'il y a de fortes chances qu'il conduise l'équipe lors du match amical demain face à la JOCR. Un match qui ne sera pas retransmis à la télévision et on connaîtra peut-être le résultat, mais c'est un match qui vise surtout à maintenir en condition les vétérans de l'équipe et à intégrer les nouveaux joueurs. Alors, la nuit dernière, je me suis vraiment arraché pour faire une vidéo que j'ai publiée à 2 h du matin. Donc, je vous raconte pas mes petits yeux ce matin au boulot. Et en plus, j'ai dû enlever la vidéo puisque on avait appris dans la matinée que l'ami Graham Potter avait dit non à l'Olympique Lyonnais. Donc je vous avoue que cette fois, je vais faire une vidéo entre Olivier Glasner et Julen Lopetegui, qui sont les deux finalistes de la course actuellement pour prendre l'équipe. Bon, ça ne veut pas forcément dire que ce sera un des deux, mais ce sont en tout cas les infos qui ont été divulgués par la presse, que ce soit la presse française, soit la presse anglaise. Et ce sont évidemment deux coachs qui font sens, puisque les deux sont libres. Lopetegui donc a carrément quitté son poste 5 jours avant le début de la reprise du championnat à Wolverhampton, parce qu'il n'était pas du tout content du mercato, donc il s'est barré comme ça du jour au lendemain. Lui, il a l'avantage de faire partie de l'écurie Jorge Mendes, et vous savez que Textor fricote avec Mendes. Ce qui m'étonne toujours, c'est qu'on puisse avoir des relations aussi proches avec un agent qui vient de vous piquer une de vos pépites. Enfin bon, c'est le foot d'aujourd'hui, moi ça me choque, mais visiblement tout le monde s'en fout. Quant à Glasner, donc lui, il a été non prolongé par l'Eintracht Francfort, tout en ayant pourtant gagner la Ligue Europa, donc c'est un petit peu surprenant. Alors la Ligue Europa de la saison passée, donc 2022, mais c'est même la saison d'avant, donc quand même ça aurait pu lui assurer une prolongation, mais ça n'a pas été le cas. Donc on va regarder les deux coachs, Glasner et Lopetegui, et essayer de voir ce qui les distingue sur le plan tactique et peut-être aussi le plan de la personnalité. Alors Glasner possède une grosse expérience en Bundesliga, 87 matchs avec Wolfsburg entre 2019 et 2021, et avec Francfort, 97 matchs et donc une victoire en Ligue Europa en 2022. Hugo Guimet nous dit ici également que le deuxième nom qui fait partie des priorités de John Textor, c'est Julen Lopetegui. Là, un très très gros nom, un gros palmarès, on va voir ça un petit peu plus tard dans la vidéo. On nous dit aussi que Glasner fait l'unanimité auprès du board de l'Olympique Lyonnais, donc ça c'est quand même important. Concernant Lopetegui, il y a quand même un avantage très important, c'est que figurez-vous qu'il parle français, aussi étonnant que ça puisse paraître. Il parle évidemment anglais puisqu'il a coaché en Première Ligue et évidemment il est d'origine espagnole. Et on sait que Textor cherche un coach qui parle anglais, puisque un peu comme Jean-Michel Aulas qui voulait un coach qui parle français pour pouvoir l'appeler à peu près 15 fois par jour. Visiblement, Textor est un peu dans la même démarche pour son futur coach. Alors on va d'abord regarder le palmarès de ces deux coachs et ensuite je vais vous montrer des articles sur on va dire les aspects tactiques de ces coachs. Donc Glasner est autrichien, il est relativement jeune puisqu'il a 49 ans, même si je trouve qu'il a un peu une tête de vieux. Il ressemble beaucoup à l'acteur qui joue dans Ozark, je ne sais pas si vous avez vu cette série qui est très très bonne. On peut voir que il a commencé sa carrière de coach comme adjoint à Salzbourg. Et ensuite, il est passé head coach et évidemment LASK, Wolfsburg, Francfort. Bon, alors évidemment, à LASK, qui est une des top équipes d'Autriche, il a de très bonnes stats. On voit qu'à Wolfsburg, c'est à peu près 50% de victoire, alors qu'à Francfort, c'est plutôt dans les 35-40% de victoire, ce qui n'est pas terrible. Mais malgré tout, une victoire en Ligue Europa, donc ça c'est bien, mais finalement ça n'a pas été suffisant pour les dirigeants de Francfort
qui n'ont pas prolongé son bail. Bon, Lopetegui, lui, est plus âgé, 57 ans, donc espagnol, ancien gardien de but en tant que joueur. Vous le voyez, lui aussi, il a commencé petitement, avec notamment des équipes de jeunes, l'Espagne U19, U20, U21, puisque les espoirs c'est l'U21. Ensuite, 2 années à Porto, donc quand même avec des sacrés stats, mine de rien. Il a ensuite été tout simplement sélectionneur de l'équipe d'Espagne. Vous voyez, avec 0 défaite en 20 matchs, donc c'est quand même pas rien. Bon, même si c'était un peu la grande Espagne à l'époque. Au Real, ça a tourné court, 6 victoires, 2 nuls, 6 défaites. Et je crois qu'il s'était fait virer de l'équipe espagnole juste avant la Coupe du Monde 2018 parce qu'il négociait parallèlement avec le Real Madrid. Donc au Real, gros fiasco, clairement. À Séville, 3 saisons. 90, 44, 36, donc presque 50% de victoire, bon c'est correct. À Wolverhampton, par contre, là, ça a vraiment été... alors, moyen dans le sens où il a 10 victoires, 5 nuls, 12 défaites, mais il a repris l'équipe qui était relégable et il l'a amené, je crois, à la 12 ou 13e place. Bon, c'est pas très impressionnant comme ça, mais ça a quand même sauvé le club, ça, faut le reconnaître. Donc en termes de palmarès, entraîneur, vainqueur du championnat d'Europe des U19 en 2012 avec l'Espagne, rebelote avec les espoirs en 2013, finaliste de la Super Coupe de l'UEFA avec le Real Madrid, mais bon, je pense, il me semble qu'il s'était pris une raclée face, je sais plus face à qui, désolé. Donc vainqueur de la Ligue Europa, comme Glasner, mais lui c'était en 2020 avec Séville, et finaliste de la Super Coupe de l'UEFA, bon, ce qui est un peu logique, puisque quand vous gagnez la coupe, vous faites la Super Coupe d'Europe. Donc voilà, un bon petit palmarès pour cet entraîneur. On va maintenant passer à ce qui les distingue. Alors quand même prix du meilleur entraîneur avec Séville en 2020 dans le championnat d'Espagne. On va regarder ce qui les distingue sur le plan tactique. Alors déjà, on peut voir que Glasner est un très très grand fervent de la défense à 3. Bon, comme je l'ai dit dans la vidéo qui a disparu désormais sur Graham Potter, je ne suis pas du tout convaincu qu'on ait une équipe qui puisse jouer avec 3 défenseurs centraux. Alors certains seront contents parce que ça va donner une opportunité à Jake O'Brien d'aller sur le terrain. Mais très sincèrement, une défense à 3 avec en centrale Lovren, Caleta-Car et Diomandé, je vous avoue que moi ça me rassure pas trop. Alors après on peut imaginer que Mata soit dans cette défense à 3, mais ça veut dire Koumbedi titulaire en piston. Donc ça peut m'inquiéter, même si on peut mettre Maitland Niles en piston, ça me plaît davantage. Bon écoutez, pourquoi pas, ça permettrait évidemment d'avoir une meilleure assise défensive dès lors que les milieux de terrain évidemment font les compensations nécessaires quand les pistons montent. Bon, pourquoi pas, je suis pas fermé à cette idée, même si c'est vrai que le niveau de nos centraux, à mon avis, ne nous permettent pas de jouer en défense à 3. Alors ce n'est pas du tout un adepte du pressing haut, il préfère laisser venir l'adversaire pour contre-attaquer un petit peu à la Rudy Garcia. Donc on est vraiment sur, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais sur un système un peu à l'ancienne, où on n'est pas tellement protagoniste, on laisse venir l'équipe, on essaye ensuite de récupérer le ballon et d'aller en contre-attaque, ce qui d'une certaine manière serait quand même assez intéressant vu le profil de nos ailiers désormais. Donc bon, pourquoi pas, c'est pas quelque chose qui me choque. Donc quand on a la balle, il y a évidemment la possibilité de contre-attaquer, mais l'idée de jeu principale de Glasner, c'est de laisser venir l'adversaire, quand on a la possession, de laisser venir l'adversaire pour ouvrir des espaces et ensuite utiliser ces espaces proprement. Seulement pour faire ça, il faut des défenseurs centraux, enfin des défenseurs globalement et des pistons avec des bons pieds, des milieux de terrain avec des bons pieds. Et là, malheureusement, je dirais pas que c'est la qualité première de nos joueurs sur ces postes-là.
même si on a de très très bons, très rapides ailiers, est-ce qu'on a des joueurs vraiment pour bien les servir si on laisse venir l'attaque adverse? Donc là, sur le rôle des joueurs, on revient un petit peu sur ce que j'ai dit plus tôt. Pour faire ça, il faut des défenseurs centraux qui ont une très bonne technique, mais aussi des milieux de terrain qui ont une très bonne technique. Alors je ne sais pas quels sont les atouts de Paul Akoukou, mais il faut des joueurs très techniques devant la défense. Donc si on a évidemment un Tolisso, là il y a beaucoup de technique. Si c'est d'autres joueurs comme Alvero et compagnie, là je suis beaucoup plus mesuré. Alors ce n'est également pas un adepte des faux pieds, hein. Donc par exemple Nuama qui aime bien jouer à droite comme il est gaucher, jouera plutôt à gauche. Et si c'est Baldé qui est ailier, lui jouera à droite. Donc son envie, c'est que les ailiers remplissent leur aile le plus loin possible, qu'ils évitent de revenir vers le milieu du terrain pour écarter les défenses. Alors ça c'est bien, notamment quand vous avez un attaquant qui est très bon dans le jeu de tête. Le problème c'est qu'avec Lacazette, qui pour quelqu'un de sa taille est bon dans le jeu de tête, mais qui est quand même à 1m75, donc ça c'est quelque chose qui à mon avis n'est pas hyper compatible. Mais on précise que, évidemment, le jeu de tête, c'est une très bonne chose, mais qu'avec ce style de jeu, être bon au sol, ce qui est le cas de Lacazette, peut parfaitement suffire. Alors, donc un autre article, lui, nous parle de la tactique de Julen Lopetegui, qui lui a permis de prendre donc les Wolves de Wolverhampton de la relégation vers, on va dire, le milieu de tableau de la Première Ligue. Et donc c'est le scouting report du jeu de Lopetegui. Alors on pourrait dire que le point commun entre la situation de l'Olympique Lyonnais et la situation de Wolverhampton quand Lopetegui est arrivé, c'est que c'était deux équipes qui étaient en grande difficulté. Et on va dire pour Wolverhampton, il a réussi son coup en prenant 30 points sur ses 20 premiers matchs, ce qui n'est pas exceptionnel non plus, hein. Ça nous fait 1,5 points par match. Ce sont les stats d'une équipe de milieu de tableau, hein. Laurent Blanc, lui, est à 1,53, hein. Donc vous voyez qu'on est à peu près sur le même ratio. Mais il a tout de même eu des victoires de prestige, donc face à Liverpool. Alors Liverpool de la saison dernière, c'était pas génial. Tottenham, à dire, toujours entre la 5e et la 10e place, c'est pas non plus exceptionnel. Chelsea l'année dernière, c'était compliqué. Aston Villa d'Unai Emery, c'était un peu K1-KA, mais disons que ces victoires-là ont permis de se sauver de cette fameuse relégation. Alors dans cet article, on nous dit, attention, Lopetegui n'a pas révolutionné le football, il a appliqué des choses relativement simples, donc on ne nous parle pas d'un nouveau Pep Guardiola, hein, clairement. Alors d'une certaine manière, je trouve ça très bien parce que je pense que l'on n'a absolument pas besoin d'un coach dogmatique, on a besoin d'un coach réaliste, un coach qui comprend que le style de jeu c'est une chose, mais qu'à l'instant T, l'Olympique Lyonnais a besoin de résultats et c'est exactement cette approche qu'il a eue quand il est arrivé à Wolverhampton. Alors ce qui est assez drôle, hein, c'est qu'à Wolverhampton, il a tout simplement remplacé Bruno Lage, hein, ce qui est quand même extraordinaire. Donc Bruno Lage qui était totalement en échec à Wolverhampton, et donc le pompier de secours, ça a été Lopetegui. Donc vous comprenez bien que si le pompier de secours à l'Olympique Lyonnais c'est Bruno Lage, eh bien on n'est pas dans le caca. Alors vous le voyez, les formations employées le plus souvent par notre ami Lopetegui, eh bien ça a été à 40% le 4-2-3-1, donc qui est mon système de jeu favori, et je pense un système de jeu qui colle aux qualités de l'Olympique Lyonnais, 14% de 4-3-3, 12% de 4-4-2, mais vous voyez, contrairement à Glasner, hein, donc vraiment, je dirais on est en totale contradiction avec Glasner, très très peu de défense à 5 ou de défense à 3, mais vraiment une très très grande majorité de défense à 4. Donc d'une certaine manière, je dirais que par rapport à notre effectif, quand on a un Glasner
qui a joué quasiment tout le temps avec 3 ou 5 défenseurs, enfin on va dire 3 défenseurs centraux, et Lopetegui qui lui joue systématiquement avec 4 défenseurs, je pense que Lopetegui correspond bien nettement à la spécificité de l'effectif de l'OL. Alors là où je suis moins enthousiaste, c'est dans la construction des attaques, où là on nous dit clairement que Lopetegui veut repartir, on va dire, sur du petit jeu de la part des défenseurs. Également un retour des milieux de terrain, comme a fait Tolisso malheureusement, avec les conséquences qu'on a vues. Donc là, je crois que s'il observe bien l'effectif de l'OL, il évitera de relancer la balle de cette manière. Alors, comme beaucoup d'équipes, Lopetegui a envie un petit peu de faire ce qu'on appelle de l'aspiration, c'est-à-dire de faire circuler le ballon derrière pour obliger l'équipe adverse à monter plus haut. Et très souvent, le ballon est amené vers l'avant par les latéraux. Donc avec Mata à droite et Tagliafico à gauche, l'idée c'est vraiment d'aller chercher les ailiers, que ce soit Nuama ou Cherki si c'est lui qui est dans l'aile, ou bien Baldé. Mais on nous dit aussi que, et vous le voyez sur la photo, que Lopetegui préfère sauter le milieu de terrain pour aller toucher les attaquants plutôt que de passer par les milieux où effectivement vous prenez le risque d'être intercepté, notamment si vos milieux ont des qualités techniques assez moyennes. Alors vraiment l'idée c'est de passer par les côtés, clairement. Les attaquants eux doivent être prêts à aller dans la profondeur, soit avec des passes directes, soit en alertant les ailiers pour ensuite remettre vers le milieu. Bon, du football assez classique, mais évidemment on peut se dire que dans ce style de jeu, Ryan Cherki aura beaucoup de mal à s'intégrer, lui qui aime bien dribbler, aller provoquer, on va dire, dans le centre du terrain. La volonté de Lopetegui, c'est vraiment de jouer très large pour créer des espaces un petit peu partout. Est-ce que nos joueurs sont capables de jouer comme ça? C'est toute la question. Vous le voyez sur cette image de l'attaque, donc ici on a les défenseurs, et vous voyez que les latéraux sont extrêmement larges et que les attaquants sont prêts à aller prendre les espaces. Vous voyez que vraiment le milieu de terrain, lui, il ne participe pas énormément à la construction. On voit que c'est plutôt les défenseurs qui, eux, vont essayer d'aller toucher ici l'ailier. Soit on peut imaginer un relais ici avec le milieu de terrain, mais le but vraiment, c'est de faire monter très haut la défense et d'utiliser les espaces dans leur dos. Alors bon, ça c'est plaisant, mais effectivement, avec les milieux qu'on a qui aiment bien chatouiller le ballon, ça ne fonctionnera pas. Donc là, il faudra soit que les joueurs fassent un pas vers la tactique du coach, soit que le coach revoie sa tactique. Mais bon, un coach de 57 ans, je pense pas qu'il soit hyper apte à changer sa tactique, même si, on le dit en début d'article, Lopetegui, on va dire, est un coach pragmatique, et ça, je pense que c'est quelque chose de positif. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces deux coachs, quel est celui qui vous plairait le plus. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.